Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Espace TV, merci de nous préférer. Bienvenue dans cet autre entretien ici à Bamako dans le cadre de la tenue des élections présidentielles. Nous sommes au quartier général du parti de la plateforme pour le changement qui a investi donc à sa tête le candidat Moussa Senko Coulibaly pour briguer la magistrature suprême. Donc il est engagé dans la course à la conquête du palais de Koulouba pour le 29 juillet prochain. Il nous reçoit donc. Mon général, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Espace TV. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Alors, la première question d'entrée de jeu, j'aimerais savoir les raisons qui vous ont poussé à troquer le treillis militaire, le valeureux treillis militaire des FAMA au profit de la tunique des hommes politiques, une tunique multiforme, multifonction et qui souvent passe très très mal. Merci infiniment pour cette opportunité qui nous est offerte de nous adresser directement aux téléspectateurs d'Espace TV. En fait, nous sommes partis d'un constat et ce constat est partagé aujourd'hui par une majorité de Maliens. C'est de dire que depuis 5 ans, la situation générale du pays se dégrade. Depuis 5 ans, l'insécurité grandit. Depuis 5 ans, l'école ne fonctionne plus, l'économie stagne et le système de santé s'effondre, etc., etc. La chance que j'ai eue en 2012-2013 d'être membre du gouvernement, ça m'a permis d'avoir une expérience et surtout ça m'a permis de savoir que ce qui nous arrive actuellement n'est pas forcément une fatalité et qu'il y a un vrai problème de gouvernance dans ce pays, qu'il y a un déficit de gouvernance et que nous Maliens, nous pouvons être une partie de la solution de cette mauvaise gouvernance. C'est pourquoi nous avons décidé en disant il y a les contraintes du statut des militaires qui nous empêchaient de participer au débat politique. Nous avons décidé de nous libérer de ce statut pour nous permettre de participer au débat politique, d'enrichir le débat politique et de proposer nos solutions aux Maliens. C'est ce qui motive aujourd'hui notre candidature à l'élection présidentielle en disant oui, des solutions existent aux problèmes que nous vivons actuellement au Mali. Mais le Mali continue de se battre pour l'intégrité, pour son intégrité territoriale. Il y a encore quelques soucis dans le nord du pays. Il y a quelques conflits aussi intercommunautaires. Donc à ce titre, bon pour quelqu'un, un observateur étranger, on se dit le Mali a beaucoup plus besoin de valeureux fils dans l'armée, des officiers valeureux comme vous l'étiez, que d'hommes politiques, parce que l'arène politique est déjà pléthorique, vous ne trouvez pas? Vous savez, les 24 personnes qui sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, nous sommes le seul candidat à avoir une expérience dans le domaine sécuritaire, nous sommes le seul candidat à avoir une expérience dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et donc c'est ça aujourd'hui qui justifie encore davantage notre candidature. Aujourd'hui, si quelqu'un a envie de devenir le chef suprême des armées, il serait souhaitable dans le contexte sécuritaire du Mali d'avoir quelqu'un, un homme ou une femme, qui a une expérience. Et moi, étant issu des forces de défense et de sécurité, je pense qu'aujourd'hui, je suis le meilleur candidat pour essayer de proposer des problèmes justement aux défis sécuritaires que nous avons et aux défis de paix que nous avons aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, même s'il y a beaucoup d'hommes politiques, aujourd'hui, il y a très peu qui peuvent se valoir ou se prévaloir de cette expérience et dire j'ai des solutions à proposer aux Maliens. C'est pourquoi il est important que quelqu'un issu des forces de défense et de sécurité vienne participer au débat, proposer des solutions, enrichir le débat politique pour être sûr qu'en devenant le chef suprême des armées, il saura prendre les bonnes décisions, il saura qui mettre où, il saura comment mettre en application l'accord de paix que nous avons signé, l'accord d'Alger en particulier, mais aussi comment entamer les réformes des forces de défense et de sécurité afin d'avoir des forces capables de protéger le territoire national, de protéger les hommes et les biens de ce pays. Votre démission au sein des forces des FAMA sonne chez certains politiques comme une trahison. Est-ce que vous trouvez que c'est une trahison? J'ai envie de servir mon pays. C'est ce qui motive. C'est ce que j'ai fait depuis toujours, depuis que j'ai commencé ma carrière militaire jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, c'est toujours continuer à servir mon pays et à servir mieux. J'étais dans une position où j'ai jugé que je ne pouvais pas donner toutes les compétences, toutes les potentialités que je peux donner à ces pays et j'ai décidé de me mettre dans une position. Vous pouvez mieux servir votre pays en tant qu'homme politique
qu'en tant qu'officier supérieur de l'armée? Absolument. Les connaissances que j'ai eues en tant que militaire, ces connaissances ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Je peux toujours mettre ces connaissances au profit de mon pays, mais en même temps, j'ai une expérience politique. Comme j'ai dit, pendant la transition, j'ai eu la chance de diriger un département important, le département de l'administration territoriale, et pendant cette période, j'ai été impliqué dans tous les dossiers sensibles de l'État. Donc aujourd'hui, il y a cette expérience aussi que je peux mettre à la disposition des Maliens pour permettre, encore une fois, de mieux servir mon pays. Vous avez donc occupé ce poste stratégique à la tête donc de l'administration du territoire pour les élections de 2013. Dites-nous que ce n'est pas en ce moment, avec ce contact que vous avez eu avec la chose publique, dites-nous que ce n'est pas en ce moment que votre appétit a été un peu aiguisé. Parce que quand on est patron de l'administration du territoire et qu'on gère les élections, on voit souvent les hommes politiques dans leur plus frêle comportement, frêle attitude, parce qu'ils sont tous engagés dans la course présidentielle. Est-ce que vous avez senti un goût au pouvoir dès que vous avez pris fonction donc à la tête de l'administration du territoire? Disons, la chance d'avoir servi à ce niveau, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses et surtout de comprendre que, comme je l'ai dit, qu'il y a un déficit de gouvernance dans ce pays. Et aussi que la solution peut venir de l'intérieur, qu'on n'a pas besoin d'attendre que d'autres personnes viennent d'autres pays pour nous imposer des règles, des méthodes de travail, que nous, Maliens, nous pouvons être la solution au déficit de gouvernance que nous avons. Imaginez tout simplement la corruption aujourd'hui qui est un fléau dans ce pays. Cette corruption est encouragée par qui ? Cette corruption est encouragée par le sommet de l'État, la première institution de l'État, la présidence de la République. Donc à ce niveau, on peut changer beaucoup de choses. Donc nous disons, nous voulons un président qui va être un président exemplaire, qui va être un président libre de corruption, qui va être un président qui va pouvoir imposer à ses ministres, qui va pouvoir imposer à ses hauts cadres un comportement digne, un comportement exemplaire qui, ces responsables vont travailler uniquement pour l'intérêt public et non se servir eux-mêmes. Les leaders politiques traditionnels ont-ils échoué à vos yeux? Absolument. On n'a pas besoin de faire un long discours. Il suffit de vous promener dans Bamako, échanger avec les gens, voir le bilan que ces politiques-là offrent aujourd'hui et en particulier le bilan des 5 dernières années. Le bilan est catastrophique. Donc on ne peut plus rester les bras croisés, continuer à dire ça va pas et penser que la solution va venir toute seule. Nous devons aujourd'hui être dans l'action, proposer des solutions et par le jeu démocratique normal, nous assurer qu'on va commencer à avoir une vraie rupture avec l'ancien système et commencer une nouvelle page de l'histoire du Mali. La raison qui vous pousse, mon général, à vous présenter contre IBK, à vous engager dans la course présidentielle, n'est-elle pas la même raison qui vous a poussé en 2012, vous et vos compagnons d'armes, monsieur le capitaine Sanogo notamment, à chasser ATT du pouvoir? Ce ne sont pas les mêmes raisons? Disons, ce que je dis et ce que je répète, j'ai tout le temps essayé de servir mon pays de la meilleure façon possible avec toute... Parce que l'autre avait échoué. Il y avait un danger. IBK, la même chose également. Vous trouvez que les 5 dernières années se sont soldées par un véritable échec? Disons, le constat de l'échec, on peut ramener ça depuis 1991. Les politiques qui ont été mises en place depuis 1991 jusqu'à maintenant, tout n'est pas négatif. Il y a peut-être du positif qu'on peut trouver dedans. Mais globalement, le résultat escompté, le résultat qu'on recherchait, l'espoir qui avait été placé en 1991 dans la nouvelle démocratie qui s'installait et tout, cet espoir a été déçu. Donc il nous faut aujourd'hui faire le constat, tirer les conclusions que cette méthode n'a pas marché depuis 4 ans jusqu'à maintenant et qu'on ne peut plus rester sur ce chemin qui ne mène absolument à rien. Et surtout actuellement dans un contexte sécuritaire qui est très difficile, dans un contexte économique où la compétition fait rage et qu'il faut être agressif sur ce domaine pour pouvoir se frayer un chemin en tant que pays, on ne peut plus laisser ces politiques continuer les mêmes mesures, les mêmes méthodes qui n'ont rien donné depuis 1991. C'est pourquoi nous proposons une rupture totale avec le système de 1991. Nous voulons des nouvelles pensées, nous voulons des nouvelles méthodes, nous voulons des approches qui diffèrent de ce qui a été essayé depuis jusque-là. Mais bien évidemment, nous voulons des nouveaux hommes, des nouvelles femmes pour animer la vie publique de ce pays. Est-ce que vous êtes optimiste quant à votre victoire au lendemain du 29 juin? Parce que des observateurs disent que Moussa Senghor Coulibaly, ce général qui est devenu homme politique, il joue juste les troubles faits dans l'arène politique. Nous sommes absolument confiants quant à notre victoire le 29
ou si d'aventure il y a un deuxième tour, lors du deuxième tour, nous ne sommes pas dans la compétition pour faire de la figuration, nous sommes dans la compétition pour apporter des solutions aux Maliens. Aujourd'hui, 9 Maliens sur 10 souhaitent un changement, souhaitent une transformation de la solution. Et le seul candidat aujourd'hui qui offre cette option, c'est nous. Donc, nous pensons absolument que la victoire est certaine le 29 ou lors du deuxième tour. Face à vous, il y a quelques, entre guillemets, mastodontes politiques. Je veux parler du président candidat lui-même qui s'est présenté. Il y a aussi son opposant Soumaïla Cissé. Vous êtes... entre guillemets, vous n'êtes pas en politique classique comme les autres. Est-ce que vous pensez pouvoir les détrôner si vite? Parce que certains dessinent déjà un deuxième tour avec ces deux mastodontes dont je parlais. Que va être votre atout? En fait, si être nouveau sur la scène politique, ça ne veut pas dire forcément être un poids plume, mais aussi être présent depuis longtemps, ça ne donne pas forcément d'avantages particuliers si vous n'avez pas réussi à répondre aux attentes des populations, si vous n'avez pas réussi à répondre aux espoirs suscités par différentes élections. Donc aujourd'hui, je pense que la présence de ces candidats qui sont là depuis longtemps est plutôt un désavantage pour ces candidats. Nous, aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que les Maliens demandent justement un changement et c'est ce changement que nous proposons aux Maliens. Donc nous pensons aujourd'hui que nous sommes dans une position beaucoup plus favorable que ces candidats et c'est ce qui nous donne aujourd'hui une confiance totale à la suite des événements. Sur la question sécuritaire, le camp présidentiel notamment parle de victoire à ce niveau. Il paraît qu'en 2012, en 2013, lorsqu'il prenait la tête du pays, il y avait encore des drapeaux islamistes qui flottaient à l'intérieur du pays, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il aurait réussi donc à pacifier la zone et également à avoir des assises du Nord, les accords d'Alger, tout ça sous sa magistrature. Vous ne trouvez pas que ce sont quand même quelques avancées à son avantage? Disons qu'on ne peut pas maquiller un mauvais bilan en faisant uniquement des discours. On veut des résultats concrets sur le terrain, on veut des mesures de protection concrète sur le terrain pour permettre à nos populations de se déplacer, d'avoir des activités économiques. C'est ce qui n'existe pas aujourd'hui sur le terrain. Le processus de paix qui avait commencé pendant la transition est en train de s'enliser. Le centre du pays qui était suffisamment calme à la fin de la transition est devenu aujourd'hui une poudrière. Et penser que sur le plan sécuritaire, que le bilan est bon, à mon avis, c'est se voiler la face et puis rentrer dans un cycle de mensonges qui ne fera que aggraver la situation. Parce que c'est de dire, oui, cette réalité n'existe pas. C'est pas ça la solution. Il faut accepter qu'aujourd'hui, on a une situation sécuritaire qui n'est pas maîtrisée, que ce soit au nord, que ce soit au centre, même dans les autres localités du pays, et accepter de poser un diagnostic qui va permettre à ce que on puisse chercher des solutions. Aujourd'hui, le pouvoir est dans une forme de déni et à mon avis, c'est pas ça qui va permettre. Il a fait le déplacement sur Kidal. Tous les candidats sont allés à Kidal. Donc pour moi, ce n'est pas un événement exceptionnel. Très bien. Alors, donc, que va être la touche Moussa Senghor Coulibaly pour la question sécuritaire? Qu'est-ce que vous ferez? La sécurité et la stabilité du Mali, le processus de paix doit y reposer sur au moins 3 piliers. Il y a un volet développement économique, il y a un volet réforme de l'État pour permettre à toutes les populations d'être intégrées dans les prises de décision au niveau local, mais il y a bien évidemment un volet sécuritaire qui va passer par une réforme des forces de défense et de sécurité, permettre aussi à ce que les populations locales soient intégrées dans le processus de sécurisation des territoires qu'ils occupent. Donc c'est sur ces 3 piliers que nous allons essayer de construire le processus de paix, de stabilisation et le processus de sécurisation de l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous serez pour la présence des forces étrangères dans ce processus de sécurisation? Absolument. Le Mali est un pays ouvert à toute forme de coopération, en particulier à la coopération sécuritaire. Les difficultés sécuritaires, les défis sécuritaires que nous avons ici au Mali, on partage certains aspects avec des pays voisins, on partage certains aspects avec des pays qui ne sont pas des pays voisins. Évidemment, il faut coopérer avec ces pays, il faut travailler avec ces pays, mutualiser les efforts et travailler en intelligence avec ces pays. Mais aussi, il faut renforcer la coopération avec tous les pays qui souhaiteraient
accompagner le Mali dans ce processus de paix, mais en particulier les forces qui sont déjà présentes sur le sol national, l'AMINUSMA, Barkhane et d'autres forces amies, continuer à travailler, le G5 en particulier, continuer à travailler avec ces pays, renforcer la coopération avec ces pays pour nous permettre d'avoir un résultat rapide en matière de sécurisation du territoire. Mais ce que je vais préciser, la finalité de tout ça, c'est permettre aux forces nationales du Mali de pouvoir progressivement remplacer les forces amies qui nous soutiennent aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas sous-traiter la sécurité d'un pays. Il faut que rapidement, les réformes qu'on va mettre en place, ces réformes puissent nous permettre de pouvoir mettre partout sur l'ensemble du territoire national les forces de défense et de sécurité du Mali et remplacer progressivement les forces amies qui pourront toujours être là pour nous assister dans les domaines où on aura encore des défis capacitaires. Et le pouvoir en place a envoyé des fonds massifs du côté du nord pour permettre aux populations d'avoir des infrastructures et autres. Est-ce que vous avez vu quelques résultats dans l'utilisation de ces fonds, de ces deniers publics? Le pouvoir de ces 5 dernières années s'est plutôt caractérisé par des détournements, par la corruption, par le vol des deniers publics. Je suis presque sûr, je ne sais pas à quel fonds vous faites référence exactement, mais je suis sûr. On parle de 400 milliards des fonds d'urgence pour le Nord. Si 400 milliards sont supposés avoir été envoyés au nord du pays, cherchez bien, peut-être que ça fait 400 milliards détournés par les dirigeants actuels. Je n'ai pas les éléments, mais ce qu'on peut constater, c'est que depuis 5 ans, il y a un scandale qui vient tous les jours chasser un autre scandale, surtout en matière de corruption, en matière de vol des biens publics, en matière de détournement de l'argent public. Donc absolument, je pense que si de l'argent a été envoyé au nord, on ne voit aucun résultat, on ne voit aucune infrastructure, on ne voit aucune amélioration en termes d'emploi des jeunes, etc. Donc pour moi, c'est certainement de l'argent qui a dû disparaître dans des circuits opaques. Est-ce que le Mali a, au jour d'aujourd'hui, une armée en tant que telle? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs la chance que nous avons. Nous avons une armée très très disciplinée, une armée qui se bat au quotidien pour pouvoir remplir correctement sa mission. Mais le problème est qu'on a un haut commandement civilo-militaire qui est complètement corrompu et qui aujourd'hui empêche l'armée d'être efficace et d'être opérationnelle sur le terrain. Un mot sur ce que vous prévoyez à l'endroit des femmes dans votre politique, dans votre programme de société. Parce que les femmes, quand même, sont très souvent, et ce n'est pas seulement le cas du Mali, elles sont laissées pour compte. On ne fait appel à elles que lors des campagnes électorales. Vous, concrètement, qu'est-ce que la femme malienne représente dans votre programme de société? Disons, on va commencer par les jeunes filles, encourager la scolarisation des jeunes filles, mais aussi les femmes qui sont déjà majeures, adultes. Comment proposer des formations professionnelles qui vont permettre à ces femmes d'avoir des qualifications et ensuite proposer des mécanismes de subvention ou des mécanismes d'aide pour permettre à ces femmes d'avoir des activités génératrices de revenus, d'avoir des activités où elles pourront s'auto-employer, mais aussi peut-être employer 1 ou 2 personnes en plus. Donc c'est ce que nous allons faire, encourager à ce que les femmes apprennent et qu'il y ait une bonne éducation pour les femmes, mais aussi accompagner partout où on peut accompagner les femmes à créer des activités pour elles-mêmes. Le processus électoral tel qu'engagé maintenant vous rassure-t-il en termes de mécanismes anti-fraude? Est-ce que vous êtes rassuré? Non, absolument pas. Ce que le gouvernement a montré depuis 5 ans, c'est beaucoup de mauvaise foi et beaucoup de mauvaise volonté dans l'organisation de tout ce qui est élection, mais d'une manière générale dans tout ce qui est activité publique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le gouvernement va changer de comportement. Nous ne faisons absolument pas confiance au gouvernement. Vous êtes donc dans la vigilance? Absolument. Nous allons être vigilants. Nous demandons au gouvernement de jouer franc jeu, d'être fair play pour nous permettre d'avoir des élections et surtout de respecter la volonté du peuple malien. Un message à ces Maliens qui vous suivent. Pourquoi doivent-ils faire confiance au général Moussa Seynko Coulibaly? Dire à tous les Maliens que le changement tant entendu est là et qu'il ne dépend que de nous Maliens. À 1 semaine et demie du rendez-vous électoral, ce que nous demandons à tous les Maliens, c'est d'aller chercher les cartes d'électeurs et de s'assurer que le 29 juillet,
nous allons tous sortir voter massivement pour Moussa Sinko Coulibaly, qui est le seul candidat à proposer une vraie rupture avec le système ancien, qui est le seul candidat à avoir une vraie expérience en termes de gestion de crise sécuritaire, qui est aussi le seul candidat qui propose aujourd'hui une bonne gouvernance pour ce pays. Donc rendez-vous le 29 pour qu'on puisse commencer dès le 29 au soir à écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Merci beaucoup, mon général. C'est moi qui vous remercie. Et ma téléspectateurs, ça a donc fini pour cet entretien. À la prochaine avec un autre candidat. Bonsoir.